La France manque de médicaments, y compris de médicaments essentiels. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend une ampleur inédite. Pourquoi ? Comment réagir dans l'immédiat et comment remédier à cette situation ? Ce matin, on va osciller entre le système D et une réflexion sur nos politiques de santé. Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Économiste, professeur à l'ESCP. Vous êtes aussi président de l'Institut de la santé et l'auteur de l'autonomie solidaire en santé aux éditions Michalon. Je salue également Pierre Tadevin. Bonjour. Bonjour. Chef de service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, vice-président de la Société française de pathologie infectieuse. Ces derniers jours, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être cherché du Doliprane pour les enfants. Doliprane, c'est cette petite boîte rose avec un sirop pour les petits, ou encore de l'amoxicilline, qui est vraiment un antibiotique très courant dans ces deux cas, mais je pourrais en donner d'autres. Trouver des médicaments est devenu difficile. Les pharmacies n'en ont pas assez. La demande est trop importante par rapport à l'offre qui est insuffisante. Pierre Tadevin, vous êtes médecin. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que déjà vous avez connu une situation pareille ? Alors c'est un phénomène assez ancien, ça fait bien une quinzaine d'années qu'on a soit des tensions d'approvisionnement où à ce moment-là on est invité à faire attention à en utiliser moins pour ne pas arriver à la situation de rupture de stock, ou bien même des ruptures de stock, on est obligé de trouver des substitutions pour les traitements. Mais ça a été franchement acutisé depuis 2 ans à l'occasion du Covid à nouveau. De quoi manquez-vous ou manquons-nous le plus en ce moment, en cette fin décembre ? Dans mon domaine des maladies infectieuses, c'est vraiment l'amoxicilline et c'est terrible parce que c'est un antibiotique qui est vraiment le plus écologique, on peut dire, parmi ce qu'on peut donner aux enfants pour traiter leurs infections courantes. Ça ne tue pas énormément de bactéries, donc ça ne sélectionne pas trop de résistance. Et c'est en même temps un antibiotique qui rentre dans la composition d'à peu près 2/3 des traitements antibiotiques des enfants. Donc c'est vraiment difficile à gérer, notamment pour les pédiatres. Comment le gérez-vous justement et comment allez-vous faire au cours de cet hiver ? On a été prévenu un peu en amont par l'Agence nationale du médicament, donc ça a permis d'essayer de préparer un peu un plan de riposte. On sait que la France consomme trop d'antibiotiques, donc une des solutions c'est d'en consommer moins, d'essayer de mieux identifier les patients et les enfants qui en ont vraiment besoin. On a pu aussi essayer de travailler sur les durées, sur les doses, puisque si on utilise des durées trop longues, on consomme trop d'antibiotiques inutilement, donc on a pu gagner un peu aussi là-dessus. Et puis, il y a des situations où on peut utiliser des formes de l'adulte en les préparant de manière un peu différente. Mais le principal, c'est quand même de bien former les médecins à utiliser les antibiotiques que quand les patients en ont vraiment besoin. On va venir à ce système D qui va peut-être s'imposer dans les prochaines semaines, mais je voudrais d'abord me tourner vers vous également, Frédéric Bizard. Pierre Tadevin le disait, la situation est ancienne, ça fait des années qu'on en parle, des années qu'elle est là. Pourquoi est-ce qu'elle est plus tendue, particulièrement maintenant, après presque 3 ans de pandémie ? Et c'est vrai que la pandémie aussi a entraîné une désorganisation de nombreuses chaînes logistiques et de production. Oui, ça a été très bien dit par le médecin. Il faut bien ne pas rester sur la surface, mais on va démarrer un petit peu sur les causes conjoncturelles actuelles qui sont assez faciles à comprendre. C'est une tension entre un choc de la demande et un choc de l'offre. Le choc de l'offre, il est venu par la crise Covid pour l'ensemble de la production industrielle à travers le monde, qui a été perturbée par des chaînes de production qui ont été mises sous tension avec le Covid. Donc ça touche aussi l'industrie pharmaceutique, sachant qu'on s'est en plus aperçu que 80%, ce que l'on savait, mais enfin en tout cas on a pris conscience de la grande dépendance de l'Europe et de la France par rapport au continent indien et chinois concernant les substances actives. C'est-à-dire la matière première, 80% des matières premières, des médicaments. Voilà, c'est le cas notamment viennent de Chine et d'Inde. Bon, donc lorsque la Chine a fermé ses frontières, on s'est aperçu qu'on était en pénurie, notamment de médicaments indispensables sur l'anesthésie et l'autre. Donc ça, c'est un premier phénomène qui s'est accentué avec l'explosion des coûts de production que l'on a vu pour le coup avec les coûts énergétiques qui ont flambé, qui ont touché aussi évidemment les coûts de production pharmaceutique, qui fait que véritablement, là, ça a encore tendu énormément les chaînes de production, voire rendu la production de certains médicaments, parce qu'il faut voir que les médicaments dont on parle qui sont sous tension, beaucoup sont des anciens médicaments, donc qui ont des coûts de production certes qui
sont largement amortis, mais avec des prix de vente qui sont extrêmement faibles parce que ça a été la variable d'ajustement du budget de médicaments depuis longtemps. Donc sur des marges relativement faibles pour les producteurs, on est arrivé à des marges qui ont encore diminué, voire une rentabilité de la production qui est faible. Donc si on ne change pas à court terme, si on ne redonne pas un petit peu de mou, c'est-à-dire de prix dans ces médicaments-là, on risque d'avoir des fermetures d'un certain nombre de coûts de production. Et puis le choc de la demande, ça a été expliqué par le docteur. C'est vrai qu'on a par exemple un épisode de bronchiolite qui est exceptionnellement intense et précoce. On a une grippe qui s'annonce aussi précoce, et ça, c'est pas propre à la France, hein. C'est propre à l'ensemble des pays, c'est partout dans le monde, en particulier dans les pays développés, donc forcément, ça met encore plus sous tension le marché pharmaceutique. On va reparler tout à l'heure de la question du prix des médicaments, parce qu'apparemment elle est importante. Je reste quand même sur les éléments conjoncturels. On le disait encore tout à l'heure, la Chine est confrontée à un tsunami de Covid, là, littéralement. Les usines sont extrêmement ralenties dans leur fonctionnement, y compris les usines qui produisent ces médicaments ou en tout cas les matières premières. Est-ce que ça veut dire qu'on va recevoir, nous, Européens, encore moins de médicaments ou de matières premières dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Frédéric Bizard ? Alors, quand on lit un petit peu ce qui se passe en Chine, on voit qu'il y a des chaînes de production qui ont été arrêtées du fait d'un nombre de malades trop important, d'un manque de ressources humaines. On n'a pas les données très précises sur le secteur pharmaceutique, donc moi je reste prudent, d'autant plus qu'on ne sait pas exactement quel est le niveau de stock de ces substances actives en Europe et en France. Donc on peut craindre le pire, mais le pire n'est jamais sûr. Pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas, Frédéric Bizard ? Ça paraît incroyable, on est là sur des choses essentielles. Parce que ce sont des choses qui sont pas communiquées. Et là, ça touche un autre problème qui est le problème de la... Oui, c'est le problème de la régulation de la production pharmaceutique. Alors restons en France, mais c'est un problème qui est européen. C'est-à-dire qu'on gère un petit peu à l'aveugle, puisque sur ces produits matures, chaque industriel, en fait, gère sa propre production et ses propres plannings de production, ses propres budgets prévisionnels en fonction de ses propres estimations. Et en général, c'est plutôt les ventes de l'année N-1 et N-2. Or, il se trouve que les ventes de l'année 2020 et 2021 ont été particulièrement perturbées, donc plus faibles qu'une année normale. Donc, en fait, dans les prévisions de production, et ça, c'est quelque chose d'important aussi à prendre en compte, les prévisions de production pour l'année 2022 et 2023 ont été faussées par le fait que 2020 et 2021 aient été plutôt des années de plus faible consommation du fait des confinements. Donc ça rajoute évidemment à l'ampleur du problème. Et il faut bien avoir conscience qu'on ne relance pas une chaîne de production comme ça en quelques heures. Ce sont des cycles longs, les cycles de production. Donc là, on est un petit peu au creux de la vague, dans le dur. Mais ce qui pourrait rajouter à ce problème-là, c'est ce qu'on vient d'évoquer en Chine. Si la Chine arrêtait de produire un certain nombre de substances actives pendant un temps qui serait probablement un temps de quelques semaines, ça aggraverait la situation. Mais il faut bien savoir qu'on a relancé quand même des chaînes de production qui font qu'on devrait être capable de sortir de cette situation. Bon, ça c'est la voix optimiste ce matin. Je me tourne à nouveau vers vous, Pierre Tadevin, pour une question vraiment très concrète, mais qui nous intéresse tous. Est-ce qu'on peut remplacer aujourd'hui les médicaments manquants par d'autres médicaments, et si oui, jusqu'à quel point ? On l'a fait pendant longtemps, depuis les premières ruptures de stock qu'on a eues dans les domaines des antibiotiques ou parfois des vaccins. Le problème qu'on a actuellement, c'est que l'amoxicilline, comme ça représente 2/3 des prescriptions d'antibiotiques en pédiatrie, il y aura forcément un effet domino. C'est-à-dire si on dit qu'on va utiliser l'antibiotique B, et il n'y en a pas un qui se dégage de manière vraiment très évidente, on n'aura pas de quoi couvrir le 2/3 des consommations, puisqu'ils ne sont pas produits pour couvrir 2/3 des consommations. Donc il y aura ce qu'on va appeler l'effet domino, qui va probablement aboutir à, si on ne trouve pas une solution rapidement, à une rupture de stock de l'autre antibiotique qu'on aura conseillé en remplacement de l'amoxicilline. Donc c'est une situation qui est compliquée, qui fait qu'il faut vraiment privilégier la bonne indication de l'antibiotique, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, le donner qu'aux gens qui en ont besoin. Et là, on a une marge de progrès en France qui est considérable. Je pense toujours de manière très pratique, vous commenciez d'ailleurs à l'ébaucher tout à l'heure, par exemple pour les enfants, si les parents n'ont pas de Doliprane, là je reviens au Doliprane, de paracétamol en solution buvable, est-ce qu'ils peuvent utiliser une toute petite dose de paracétamol pour les adultes ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est risqué ? Quel est votre conseil ?
Alors, ça fait partie des choses qui peuvent être faites, mais il faut que ce soit bien encadré. L'Agence du médicament a prévu justement d'identifier les situations où on peut utiliser des posologies d'adultes. Les pharmaciens sont bien impliqués là-dedans. Pas des posologies, pardon, mais des formulations destinées aux adultes et en adoptant la posologie pour les enfants. Mais ce n'est pas aux parents de faire ça dans leur coin, c'est plutôt aux pharmaciens de les conseiller ou au médecin qui va leur prescrire le paracétamol. Est-ce que vous attendez des autorités de santé aussi un message précis, clair, des conseils, encore une fois, extrêmement pratiques sur la manière de procéder ? Il faut aller plus loin, il faut faire ce travail-là ? Oui, mais on peut dire qu'ils le font. Alors, ça a été compliqué, parce que même l'Agence du médicament n'a pas eu les informations très, très en amont de cette tension d'approvisionnement. Ah, on y revient quand même, Mais on a un peu de retard dans la réactivité, mais peut-être parce que les infos n'ont pas été diffusées assez tôt. Et en tout cas, ils s'occupent de communiquer au grand public, aux médecins, aux pharmaciens, pour essayer de gérer cette crise le mieux possible et sans qu'il y ait d'impact pour les enfants et pour les patients en général. On parle beaucoup de Doliprane, d'amoxicilline, mais il y a beaucoup d'autres médicaments concernés. Et la liste s'allonge. Ces derniers mois, on a vu régulièrement des ruptures de stock ou des tensions d'approvisionnement, les expressions diffèrent, sur des stylos d'adrénaline qui peuvent être vitaux, sur la ventoline pour les personnes asthmatiques ou sur un anti-inflammatoire stéroïdien comme le Soluprède. Ça paraît incroyable tout de même, encore une fois, dans des économies développées. Et la France n'est pas du tout la seule concernée. Plus largement, là, si on essaie de dézoomer, Frédéric Bizard, comment on en est arrivé là ? Et je mets de côté la spécificité de ce moment lié à la pandémie, à la désorganisation, parce qu'on parlait déjà de rupture et parfois de pénurie avant le Covid-19. Comment on en est arrivé là ? Alors, oui, juste pour que vos auditeurs aient quand même un signe d'espoir, il y a des solutions quand même qu'il faut mettre en place sur les aspects conjoncturels actuels, sur les produits dont on parle. C'est qu'il faut quand même avoir une capacité de prévision des besoins à l'échelle du marché qu'on n'a pas aujourd'hui. Parce que vous savez, la France a été vraiment une place forte dans la production pharmaceutique, en particulier dans tous ces médicaments d'origine de nature chimique. La France a été leader européen pendant très longtemps. On est maintenant en 5e position, comme pour le reste du système de santé. Malheureusement, la situation se détériore. Mais enfin, on est par exemple encore en excédent commercial de plusieurs milliards d'euros, là où notre balance commerciale est très largement déficitaire sur l'ensemble. Donc ça reste encore un des secteurs. En revanche, donc, il faut améliorer la régulation, c'est-à-dire avoir une vision assez précise et de moyen terme sur les besoins du marché. Et puis un suivi de stock, ce qu'on disait tout à l'heure, qui soit un suivi de stock en temps réel, ce qu'un pays comme la France devrait être capable de faire. Et assez étonnamment, ça a été redit par le médecin, nous n'en sommes pas capables. Alors, en effet, la situation est plus ancienne. L'Académie nationale de pharmacie dit depuis 10 ans, tire la sonnette d'alarme depuis 10 ans, puisque là, on est sur une tension sur des produits matures, sur lesquels on devient de plus en plus dépendant. On l'a dit pour les substances actives de la Chine et de l'Inde, mais la situation est beaucoup plus tendue encore sur les médicaments innovants, sur ces thérapies géniques et cellulaires pour lesquelles nous produisons que 5% de nos besoins en France. Donc là, on est quasi complètement dépendant des autres pays. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? En quelques mots. D'abord parce que nous gérons la santé comme à travers un fichier Excel de façon avant tout comptable et budgétaire depuis une bonne vingtaine d'années, à peu près ces ordonnances Juppé, où vous savez que chaque année, on vote un budget à travers le projet de loi de financement de sécurité sociale, où sans aucune stratégie nationale de santé, on essaie de faire rentrer l'ensemble des dépenses de santé dans un budget avec un taux de croissance qui est fixé par le Parlement. Et on a vu les dégâts à l'hôpital qui a été fait, puisque c'était une des variables d'ajustement. On le voit avec la médecine de ville, notamment qui est en grève cette année. Mais il ne faut pas oublier que le médicament a été la variable d'ajustement la plus utilisée. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement efficace d'avoir une régulation par les prix, sachant qu'on connaît parfaitement les volumes qu'il va y avoir dans les années qui viennent. Donc on a en fait régulé pour rentrer dans le budget qui avait été voté. On a considéré que le budget global du médicament ne devait pas croître. Et pendant 10 ans, le marché du médicament en France est resté stable. Comment est-ce qu'il est resté stable alors que les besoins augmentent ? En baissant les prix. On a baissé les prix de 3,5% par an depuis 10 ans. On a fait ce qu'on appelle du rabotage. Sauf qu'il y a un
un moment, il n'y a plus grand-chose à raboter. Ce qui fait que la place France est devenue de moins en moins attractive pour les producteurs comme pour les distributeurs. Et ce qui fait que nous, en matière de distribution, nous passons après les autres. Et en matière de production, il devient de plus en plus compliqué de produire en France. Frédéric Bizard, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une responsabilité des industriels eux-mêmes qui, cherchant à maximiser leurs profits, sont allés là où la production était moins chère? Logique financière, tout simplement. Alors, est-ce que le secteur a été épargné, je parle du secteur pharmaceutique, par la logique financière de maximisation des profits qui a prévalu dans d'autres secteurs? Alors, vous avez parfaitement raison. J'ai toujours l'habitude de dire que la responsabilité est collective. Donc, il y a un problème du côté de l'État d'une gestion court terme et comptable, mais aussi parce qu'il faut bien voir qu'on a un secteur qui est un secteur entièrement privé, qui cherche à maximiser ses profits. Le problème n'est pas le profit, c'est toujours la maximisation du profit, parce que nous sommes sur une logique de marché financier avec des groupes qui sont pour la plupart internationaux et très largement financiarisés, et donc qui sortent d'une logique, on va dire, de santé publique, qui sont avant tout dans une logique de financiarisation. C'est bien pour ça qu'on s'est retrouvé avec 80% des principes actifs de produits là où ça coûte le moins cher. C'est sur une logique de financiarisation. Mais on pourrait se dire, mais qu'ont fait les États, pourquoi les États ont laissé, parce que je rappelle que l'industrie pharmaceutique n'est pas du tout laissée à la libre régulation du marché. Tous les prix, on vient de le dire, on l'a dit. Alors je vous pose la question que vous posez vous-même, Frédéric Bizard. Pourquoi les États l'ont-ils laissé faire ? Vous savez, hein, le problème, c'est que nous sommes des pays extrêmement riches. C'est le cas sur le marché pharmaceutique, où encore une fois, la France exporte beaucoup plus qu'elle importe. Et donc, finalement, tant que tout va bien, avec cette approche court-termiste, on a un vrai problème de se dire que va-t-il se passer dans 20 ans si la tendance actuelle continue. Mais nous ne sommes pas les seuls. Hein, ne nous flagellons pas plus que ça. Non, et pas seulement en Europe, d'ailleurs. Hein, et pas seulement en Europe. Problème, une prise de conscience sur plusieurs continents. 80% des médicaments qui sont produits dans le monde le sont en Europe. La question, souvent, on dit, mais vous savez, on ne peut pas être performant partout, on ne peut pas être leader partout. Oui, mais là, sur la production pharmaceutique, comme sur l'innovation pharmaceutique, l'Europe en général et la France en particulier, franchement, si on laisse tomber ce secteur-là, on va vraiment redescendre en matière de richesse et même de qualité de civilisation beaucoup plus bas, de façon assez regrettable. Et encore une fois, on peut inverser la tendance. Et Pierre Tadevin, vous qui êtes infectiologue, vous avez vu la situation évoluer, vous l'avez vu là se dégrader sur ce point précisément des tensions d'approvisionnement, des pénuries. À qui en voulez-vous aujourd'hui? À l'État, aux États, aux responsables politiques ou aux laboratoires pharmaceutiques? J'ai pas vraiment de rancœur particulière et je pense que la situation est beaucoup mieux expliquée par l'autre intervenant de cette émission. Mais juste un point, je crois qu'on a quand même un système de santé qui reste parmi les meilleurs du monde et où on a l'habitude, quand on a besoin d'un médicament, d'aller le chercher dans une pharmacie avec un petit papier, de quasiment rien payer et de l'avoir dans la demi-heure qui suit la demande. Donc on part d'un système qui était vraiment particulièrement efficace pour les usagers, donc pour les patients. Et on a un peu cette sensation de déclassement quand on nous annonce qu'il va falloir peut-être faire plusieurs pharmacies ou parfois prendre un médicament de substitution par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc c'est vraiment très important de garder la qualité de ce système de santé. Il faut qu'on se batte pour ça, mais il ne faut pas non plus voir les choses trop sombres. On va avoir, et les enfants vont avoir des antibiotiques quand ils en auront besoin dans les mois qui viennent. C'est juste que de temps en temps, ce ne sera pas dès la première pharmacie et parfois pas tout à fait celui qu'on aurait eu en dehors de ces situations de tension d'approvisionnement. D'un mot rapidement. Oui, il faut prendre conscience aussi que cette qualité-là, qui se dégrade dans tous les secteurs, hein, on l'a vu dans le médico-social, dans les EHPAD, dans l'hôpital, dans la ville, maintenant c'est l'industrie pharmaceutique, et ça se dégrade pas par hasard. Hein. Il y a eu un changement structurel de l'environnement qu'il faut prendre en compte, et puis des erreurs dans la politique de santé. En tout cas, un constat que la politique de santé menée depuis 20 ans ne va pas dans le bon sens. Donc il faut refonder. Le président de la République a fait de la santé un des secteurs qu'il faut refonder. Il faut en avoir conscience, parce que si on pense qu'il suffit juste de subterfuge pour garder cette qualité, je pense qu'on se trompe. On va continuer à en parler, on va chercher des solutions ensemble, messieurs. Vous restez avec nous. Pierre Tadevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes. Frédéric Bizard, économiste et président de l'Institut de la Santé. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour voir comment sortir de ces difficultés. Encore une fois, on parle ce matin d'un sujet hyper concret. Tension sur les médicaments, ceux dont nous avons hélas parfois besoin. Il est 8h tout juste sur France Culture. 7h, 9h. Les
matins de France Culture, Jean Lémarie. Depuis tout à l'heure, vous le savez, nous essayons de comprendre les ressorts de cette situation stupéfiante qui n'en finit pas de vous étonner, de nous étonner. Des médicaments évidents, essentiels, des médicaments dont nous avons besoin lorsque nous sommes malades ne sont pas ou plus ou difficilement disponibles, alors qu'il y a quelques années, on les trouvait facilement dans n'importe quelle pharmacie. Comment sommes-nous arrivés là ? C'est ce qu'on a commencé tout à l'heure à voir avec nos invités. On va regarder maintenant où seraient les solutions. Toujours avec nous et avec moi en studio, l'économiste Frédéric Bizard, président de l'Institut de la Santé. Et puis, à distance, mais également en direct, Pierre Tadevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes et vice-président de la Société française de pathologie infectieuse. Je citais tout à l'heure quelques-uns de ces médicaments, encore une fois, extrêmement courants et extrêmement importants pour les malades, pour leurs familles, ces médicaments qui sont manquants, laissant également des pharmaciens souvent en grande difficulté. Question simple qui appelle peut-être une réponse compliquée. Frédéric Bizard, qui a aujourd'hui la solution ? Cette solution, elle est d'ordre systémique. Je ne dis pas ça de circonstance, puisque vous avez parlé de l'Institut Santé. On a créé avec beaucoup d'acteurs de la santé un centre de recherche dédié à la refonte du système de santé. Posons une question simple. Est-ce que cette crise, elle est ponctuelle ? C'était un peu le sujet qu'on avait abordé avant la pause. Est-ce que c'est ponctuel ? Est-ce qu'il faut faire le dos rond ? Est-ce que c'est passager ? Ou est-ce que véritablement, il faut aller au-delà des explications de surface ? Oui, parce que quand je vous écoute l'un et l'autre, oui, j'ai l'impression que c'est pas si grave. Non. Et c'est pas ce que nous ressentons. Si je pense qu'il faut une réforme systémique, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'autre solution et que surtout, il faut comprendre que cette crise s'auto-alimente. Si on regarde la disponibilité des médicaments, pourquoi est-ce que la crise ne peut que s'aggraver ? Ça a été un petit peu dit par le médecin, c'est-à-dire que oui, on cherche des substituts, sauf que ces substituts, aujourd'hui, vont être sous tension, donc ils vont pas être disponibles demain. S'il n'y a plus de viabilité économique à produire des médicaments matures parce qu'on a trop écrasé les prix, et c'est pas que propre à la France. Je rappelle que l'Allemagne a augmenté de 50%. Ils ont annoncé il y a 3 jours, le ministre de la Santé allemand, qu'il allait augmenter de 50% les prix des génériques, tant ils avaient exagéré dans la régulation économique de ces produits. Donc, ce n'est pas propre à la France, mais la France n'a pas encore réagi. Donc, on va voir ces usines fermées. Donc, malheureusement, comme dans les autres secteurs, la situation risque de se dégrader. Et elle est inacceptable socialement. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire, OK, il y a d'autres pays. Moi, je suis arrivé hier d'un pays émergent. En effet, oui, on ne trouve pas tous les produits que l'on souhaitait et il y a une forme d'habituation à ça. Mais est-ce que c'est plutôt à attirer ces pays émergents vers nous ou c'est à nous de descendre vers les pays émergents ? Je pense que la situation socialement est intenable pour cette dégradation du système de santé et je ne dis pas ça pour alerter ou apeurer vos auditeurs, mais au contraire, pour qu'ils deviennent des acteurs de ce changement parce que je pense qu'il ne faut pas accepter cette situation-là parce qu'on va le voir dans quelques minutes, des solutions structurelles existent, sont à notre portée de main, mais il faut en faire un sujet politique majeur. Sinon, on l'a vu dans votre documentaire précédent, si on donne l'impression qu'il y a une impuissance politique à régler des problèmes de base, on parle de service public de santé, et ce n'est pas le seul qui est en crise. Forcément, la population cherche d'autres solutions. Alors, la question des prix, apparemment très importante selon vous, c'est vrai que les laboratoires régulièrement expliquent que si on leur achète les médicaments plus chers, on en aura plus. Et ils jouent d'ailleurs aussi la concurrence entre les pays quelquefois. Oui, non mais évidemment... Est-ce que c'est du chantage chacun joue sa partition. D'abord, il faut savoir que vous avez 2 marchés. Il faut respecter ce qu'on appelle le cycle économique du médicament, c'est-à-dire qu'un laboratoire doit vivre de son innovation, doit tirer ses profits essentiellement de ses produits innovants qui vend relativement cher pendant une durée limitée de son brevet et ensuite le médicament tombe dans le domaine public et là vous avez un marché des génériques extrêmement concurrentiel sur lequel le laboratoire innovant perd. Nous avons la spécificité en France d'essayer de reporter l'accès à l'innovation. Vous savez qu'il faut à peu près 500 jours pour lancer un médicament en France contre à peu près 120 jours en Allemagne, pensant faire des économies, mais au dépens quand même de la qualité de la prise en charge d'un certain nombre de patients. Donc nous avons ce problème-là où nous ne privilégions pas l'accès à l'innovation, mais nous avons une autre spécificité qui est aussi de reporter le plus tard possible l'entrée des génériques par un système de MeToo, par un système de contentieux juridique
dit qu'on laisse faire, ce qui fait que les médicaments ne tombent pas lorsqu'ils devraient tomber dans le domaine des génériques. Donc le marché des génériques en France, c'est 40% du volume contre plus de 80%, c'est-à-dire plus de 8 médicaments sur 10 vendus en Allemagne sont des génériques. Et comme par hasard, l'Allemagne est le pays qui a un accès aux produits innovants. Donc vous voyez qu'il y a aussi ces laboratoires qui font une pression pour essayer de minimiser le marché du générique, qui se tirent une balle dans le pied parce qu'ils sont responsables de cette régulation excessive sur les prix. Donc il y a une responsabilité collective. Dernier point, 75% de la dépense du médicament est financée par la sécurité sociale, par le bien commun des Français. Mais j'y reviens quand même. La source du financement de la santé, en tout cas chez nous en France, c'est nous. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser le libre marché décider de la bonne disponibilité des produits comme des services de santé. En septembre 2021, il y a eu, parce que l'État fait des choses, l'État agit, mais plutôt de façon assez impuissante. On a imposé au laboratoire la présence de 2 mois de stock pour l'ensemble des choses. Bon, ce que l'on constate un an après, c'est que ce qui a été imposé, finalement, est très peu respecté. Bon, sauf que les laboratoires, là aussi, se tirent un petit peu une balle dans le pied, c'est qu'on arrive à cette crise de confiance dans la capacité des laboratoires à mettre à disposition les produits. Donc on voit bien qu'il y a une responsabilité qui est collective, mais on ne peut pas simplement... chacun ne peut pas tirer à soi, si vous voulez, la couverture en essayant de maximiser, vous l'avez dit tout à l'heure, le problème, selon moi, ce n'est pas le profit, c'est cette maximisation du profit dans un système qui doit être un système solidaire, inclusif, financé très majoritairement par la sécurité sociale. En tout cas, c'est le modèle français. Donc on ne peut pas laisser comme ça le libre marché décider. Pierre Tadevin, infectiologue, je le rappelle, vous, à quel niveau attendez-vous cette régulation qui fait défaut ou qui n'est visiblement pas suffisante quand on voit les résultats au bout de la chaîne en pharmacie? Où l'attendez-vous, la régulation ? Je suis vraiment d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Bizard, c'est-à-dire que la santé, c'est vraiment un bien public et il faut qu'au minimum, pour les médicaments essentiels, on ait la certitude de ne pas être dépendant des lois du marché. Donc on a l'impression, mais ce n'est pas ma spécialité, mais on a l'impression qu'il faudrait, soit à l'échelle de la France, soit peut-être à l'échelle de l'Europe, qu'on ait la certitude d'avoir la fourniture à la demande des médicaments essentiels. Alors je ne sais pas si ça passe par de la production, un retour à plus de production européenne, notamment des matières premières, ou un système qui soit mieux verrouillé et puis qui contrôle mieux l'accès à ces médicaments essentiels, mais on ne peut pas continuer à dépendre de la loi du marché pour ces médicaments. L'amoxicilline et le paracétamol montrent bien qu'on est en train de toucher le fond pour ces accès-là. On parle là évidemment de la question de la relocalisation, qui n'est peut-être pas la panacée. On va en parler aussi, Frédéric Bizard. La France devrait recommencer à produire justement du paracétamol. Pierre Tadevin en parlait à l'instant. Elle n'en produit plus depuis très longtemps. Elle n'en produit plus depuis 2008. Est-ce que ça veut dire que des usines vont rouvrir? Est-ce qu'il faut que des usines rouvrent? C'est aussi simple que ça? Alors, vous savez, il y a plusieurs solutions. On le voit dans les partis politiques, dans l'extrême. L'extrême gauche propose, par exemple, de créer un pôle public de production de médicaments. Bon, et puis l'extrême droite est plutôt sur le fait que rien ne va plus, il faut réformer complètement l'État. Mais ces deux-là, en fait, sont des solutions qui sont... intéressante, ce qui montre la voie à suivre, la voie du pôle public avec 114% de dette publique du PIB, 114% du PIB en dette publique. On voit que la marge de manœuvre pour la France de réinvestir massivement de l'argent public dans la production pharmaceutique est quand même faible. En revanche, cette idée montre qu'il faut reprendre la main sur la production pharmaceutique. Même si vous avez il faut considérer que la production pharmaceutique, en tout cas, comme ça a été dit, des produits essentiels, vous savez qu'on n'a même pas déterminé quels sont les produits essentiels en France. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quels sont les médicaments essentiels. On pourrait le savoir très vite, mais on n'a pas classifié que tel médicament était essentiel et donc devait avoir un suivi. Qui est ce on, Frédéric Bizard? L'État. Pourquoi est-ce que l'État est aussi faible? Il faut voir, mais ça, c'est une des réformes. Il faut une réforme de l'État en santé parce qu'on a atomisé les responsabilités. On a une multitude d'agences, y compris pour le médicament. On a l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est censée être le pilier, mais qui s'occupe finalement de la délivrance de l'AMM, de l'autorisation de mise sur le marché et de la pharmacovigilance. Puis on a une grande agence qui s'appelle la Haute Autorité de Santé, qui est chargée aussi de faire une évaluation médicale, qui est déjà réalisée par la première, mais qu'on recommence dans la seconde, et qui est chargée de faire des évaluations médico-économiques. Et puis on vient d'ailleurs de
de créer, vous savez, une nouvelle agence qu'on appelle l'agence de l'innovation en santé, qui se veut plus transversale, mais qui rajoute une couche à ce millefeuille-là. Et donc ce millefeuille fait que l'État, en fait, est très faible, dans sa capacité de décision. On l'a vu pendant le Covid, il a fallu créer un comité ad hoc, alors que nous avons déjà une multitude de spécialistes de santé publique. Donc évidemment, il faut une réforme institutionnelle qui simplifie et qui renforce le pouvoir de régulation de l'État. Il faut aussi changer les dispositifs. Je parlais tout à l'heure du projet de loi de financement de sécurité sociale. Il faut passer à ce que l'on fait dans la défense, ce que l'on fait en sécurité, pour donner une vision de long terme, au moins 5 ans, et une capacité d'anticipation des acteurs, dont l'industrie. Je l'ai dit, c'est un cycle long. Pour ça, il faut un projet de loi d'orientation budgétaire, c'est-à-dire quelque chose qui engage l'État pendant 5 ans à fixer des objectifs de santé publique, à fixer une stratégie nationale de santé publique. Donc il y a le dispositif, il existe, on l'utilise encore une fois dans d'autres secteurs. Il faut l'utiliser. On peut pas gérer la santé comme on gère la question de la famille, comme on gère la question des retraites, qui sont retraites essentiellement des flux financiers. Pourtant, c'est ce qu'on fait. On le gère avec exactement le même dispositif. Et dernier point, il faut en effet considérer que c'est un service public. Donc, il y a des droits et des devoirs de l'industrie pharmaceutique, mais il faut rendre, sauf à nationaliser ce secteur-là, on l'a dit tout à l'heure, si on le délègue à une entité privée à but lucratif, il faut permettre à ces acteurs économiques à but lucratif de pouvoir dégager des profits sans aller vers un système de maximisation excessive du profit. C'est ce qu'on appelle de la régulation. Leurs profits globaux, là je ne parle pas des médicaments très courants, anciens, dont on a parlé tout à l'heure, leurs profits globaux vont bien, Frédéric Bizard, quand on voit les résultats annuels et quand on voit les dividendes. C'est un des secteurs les plus rentables quand on regarde particulièrement les industriels. Ils s'y retrouvent au bout du compte les industriels globalement. Non mais la logique, si vous voulez, la logique économique, après on peut considérer, c'est que plus vous êtes innovant, plus vous êtes rentable. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes innovant, vous arrivez en qualité de quasi-monopole. Mais en fait, l'enjeu pour les États, c'est de dynamiser la recherche pour que ce temps de monopole, cette période de monopole, dure le moins longtemps possible. On l'a vu avec l'hépatite B, où vous avez eu un laboratoire américain qui est resté en monopole, on va dire, trop longtemps, ce qui a coûté très cher à la sécurité sociale. Mais une fois que d'autres laboratoires sont arrivés, ça donne la possibilité à l'État de baisser considérablement les prix. Donc vous voyez qu'il faut regarder ça de façon globale. La France, malheureusement, a aussi une recherche médicale qui a décliné. Vous voyez bien que la crise, elle est systémique, et donc la solution... Ça, on l'a vu dans la recherche du vaccin aussi. Vous l'avez vu dans la recherche, on l'a vu dans la recherche du vaccin. Donc attention juste aux solutions un petit peu simplistes. Soit je nationalise tout, soit je régule de façon excessive. C'est un marché mondial qui fait que vous devez considérer, comme le font les Allemands, qu'il faut être compétitif. Bon, maintenant, il faut considérer que c'est un service public, selon les lois de Roland, qui doit être accessible à tous, de façon égalitaire, de façon neutre, quel que soit son niveau de revenu, sa couleur de peau, etc., son niveau socio-économique. Il faut que ça soit accessible en permanence. Là, j'ai une petite divergence avec l'autre intervenant. On ne peut pas accepter qu'il y ait des pénuries. Il faut partir du principe qu'il ne peut pas y avoir de pénurie de médicaments. Sur les médicaments essentiels, j'entends. On n'est pas sur l'accessoire. On va lui redonner la parole à Pierre Tadevin sur cette divergence. Vous acceptez, vous, la pénurie, Pierre Tadevin ? Alors, comme médecin ? J'ai peut-être pas été clair, mais absolument pas. Non, on contribue à éviter qu'elle arrive. Et par exemple, la différence entre tension d'approvisionnement et rupture de stock, c'est que si on est prévenu à la phase de tension d'approvisionnement, on peut mettre en place des systèmes qui évitent d'arriver à la rupture de stock et donc à la pénurie. C'est-à-dire qu'on est alerté, comme ça a été le cas pour l'amoxicilline. On nous dit quelques mois avant, attention, on va passer un hiver très difficile, il va y avoir une pénurie mondiale, et on essaye de faire en sorte, en adaptant nos modalités de prescription, de ne pas arriver à la rupture. Mais c'est inacceptable, les pénuries, et j'espère ne pas avoir laissé passer ce message-là, parce que ce serait grave. Non, en tant que médecin, je ne vais pas refaire le système, on s'adapte pour... Vous avez votre mot à dire, vous n'allez pas refaire le système. De toute façon, on comprend bien en vous écoutant tous les deux que personne ne va le refaire tout seul, le système. Mais en tant que médecin, vous avez sans doute une idée de ce qui pourrait fonctionner mieux structurellement, pour qu'on ne se retrouve pas encore une fois dans une situation que celle que nous vivons. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez aux commandes, là, Pierre Tadevin ? Sur quel levier vous joueriez ?
Je pense qu'il faut, pour garantir que ça reste un bien public accessible à tous, comme ça vient d'être dit, d'avoir une production sécurisée de tous les médicaments qui sont vraiment essentiels pour la santé. Ils ne le sont pas tous, mais l'amoxicilline et le paracétamol sont deux exemples. Il faut absolument qu'on ait une vision suffisamment anticipée des stocks et de la production et avoir la capacité de réagir. Alors je ne sais pas si c'est de la production nationale ou continentale au niveau européen, mais pouvoir éviter ces pénuries qui sont inacceptables et que je n'accepte pas. Est-ce qu'il faut aussi diversifier au-delà de la relocalisation les sources d'approvisionnement, Frédéric Bizard, parce que vous nous donniez tout de même cette proportion qui est complètement folle, hein. Je rappelle ce que vous nous disiez, 80% des matières premières des médicaments viennent de Chine et d'Inde. Ça veut dire que si la Chine se ferme pour une raison ou pour une autre, raison sanitaire, raison politique, si l'Inde a des difficultés, plus de matières premières. Est-ce que la diversification, au-delà de la relocalisation, est une solution? Absolument. Je pense que la réflexion elle est d'ordre régional et pas que national. Je veux bien qu'on relocalise. Il faut penser à quelle échelle? Vous savez, il faut penser à l'échelle européenne prioritairement, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout reproduire en Europe. Il y a à partir du moment où vous avez diversifié votre source de production, vous pouvez en avoir un peu en Asie, vous pouvez avoir un peu en Afrique, vous pouvez en avoir sur différents continents. Je pense que c'est là où il nous faut un étage européen dans la politique du médicament, où il faut que l'Europe puisse aussi, là aussi, avoir une vision globale de ses besoins, avoir un état des lieux, même si l'Europe n'a pas cette compétence. C'est ce que j'allais vous dire, c'était pas dans ses compétences initiales. Non, la Commission, d'ailleurs, l'avait dit au début de la pandémie, et puis finalement, l'Europe et les États européens se sont saisis du sujet de la santé. Absolument, on a bien vu que l'Europe, c'était pas dans ses compétences, et bien elle a su s'en saisir parce qu'il y avait une crise, mais il faut pas s'en saisir qu'au moment où il y a une crise, on est capable. Il y a un point très important qu'a dit M. Tadgrin, c'est l'incapacité aujourd'hui, en tout cas le sentiment d'incapacité d'anticiper quoi que ce soit. Qu'il y ait des moments de tension, qu'il y ait des moments de crise, même si vous restructurez complètement le système et que vous le rendez adapté à son environnement, il y aura toujours des moments de crise. Mais il faut être capable de les anticiper parce que la santé est un bien dont on ne peut pas reporter les services et les produits qui sont apportés pour rester en bonne santé. Donc il faut être capable d'avoir un État qui soit performant dans cette anticipation-là. Et là, c'est là où le sentiment, je pense, pour l'ensemble des Français, c'est de se dire, OK, on comprend qu'il y a des problèmes, mais par contre, on a l'impression d'une vraie impuissance de l'État, incapacité à anticiper, incapacité à gérer la crise. Finalement, ce problème, je vous écoute tous les deux, est-ce qu'il est économique ou politique ? Non, il est avant tout politique. Je vous le dis, les mesures très structurantes qu'il faut prendre, c'est réformer l'État dans sa façon de gérer la santé. Être capable d'anticiper, ça veut dire qu'il faut voir loin, qu'il faut voir au-delà d'un an, ce que ne fait pas l'État. Il faut que l'État puisse être une force de régulation parce qu'on ne peut pas laisser les lois du marché gérer la santé, que ce soit pour les services ou que ce soit pour les produits. Il faut considérer que ce n'est pas simplement l'hôpital. Vous savez que le seul service public qui est reconnu dans ce pays, c'est le service public hospitalier. Or, en 2023, c'est l'ensemble des produits et des prestations de services qui est du domaine du service public. Rester en bonne santé, c'est pas juste l'apanage d'une partie de la population. C'est pour ça qu'on a notamment des inégalités sociales de santé parmi les plus élevées d'Europe, parce qu'on ne se préoccupe que du soin. Et je rappelle d'ailleurs une petite parenthèse qu'en matière de sobriété sanitaire, comme il y a la sobriété énergétique, être sur cette surconsommation de produits de soins parce qu'on ne se préoccupe pas de la prévention et pas véritablement aussi dans la ligne d'une santé durable. Donc il est important de changer de stratégie, d'agir beaucoup plus en amont, comme on l'a fait pour le travail. Vous savez, quand on met 15 milliards d'euros sur le plan investissement compétences, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut réarmer les individus pour les protéger d'un risque de perte d'emploi. C'est pareil en santé. Il faut protéger les individus pour reporter l'entrée dans la maladie le plus longtemps possible. C'est pas naturel de rester en bonne santé. On est ignare et on reste ignare s'il n'y a pas une éducation, un accès à la connaissance qui est fortement développé. Ça, c'est du domaine de service public. Ça ne veut pas dire qu'il y a seulement le secteur public. On a un service public qui peut être délégué en partie au secteur privé s'il y a une bonne régulation. Pierre Tadevin, au-delà de ce qu'on disait, la régulation, le rôle de l'État, des États, parce qu'encore une fois, la France n'est pas la seule concernée, le rôle de l'Europe, le rôle évidemment des acteurs du privé, des laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes, sur la vision globale de la santé, le partage entre le soin, le médicament, mais aussi la prévention, un changement d'optique. Est-ce que c'est ce que vous appelez, vous aussi, quand vous regardez l'usage du médicament plus globalement, un changement d'optique ?
Mais absolument, hein. On réagit face à cette crise comme on réagit face à un patient. C'est-à-dire qu'on traite le problème, et le problème, là, c'est la tension d'approvisionnement qui fait qu'il faut qu'on utilise mieux le stock d'amoxicilline pour les semaines qui viennent. Et puis, il y a la prévention, et la prévention, c'est mieux prescrire les médicaments, avoir des systèmes plus performants pour anticiper ce genre de crise, pour que ça ne se reproduise plus, et avoir de quoi agir quand on observe des signaux qui nous laissent penser que dans quelques mois, on va avoir des ruptures. Parce que vous nous rappeliez tout à l'heure qu'en France, nous avons tendance collectivement à consommer trop de médicaments, de certains médicaments. On pense évidemment aux antibiotiques, même si on a fait des progrès. Est-ce que là, vous voyez les choses évoluer là aussi? Et là, c'est un nous collectif, hein. Ce n'est pas seulement les gouvernements qui se sont succédés. Oui, effectivement, mais cette nécessité de mieux utiliser les antibiotiques, c'est-à-dire pas de les utiliser quand on n'en a pas besoin, il ne faut pas que ce soit dicté par la pénurie, c'est dicté pour des considérations écologiques. C'est mieux d'utiliser moins d'antibiotiques, même en dehors des situations de pénurie, parce que c'est mieux pour la santé des gens, pour éviter l'émergence des résistances. Et il y a des pays qui font ça beaucoup mieux, même en dehors des pénuries, comme les pays nordiques, les Pays-Bas. Donc il faut qu'on améliore nos prescriptions d'antibiotiques, mais ça ne va pas régler tous les problèmes. Vous vouliez réagir, Frédéric Bizard? Oui, vous avez dit un point tout à l'heure très, très important. Est-ce que c'est politique? Oui, c'est politique. Vous savez, la santé, tout système de santé dans le monde nécessite d'agir sur deux types de démocratie. La démocratie politique, la démocratie représentative et la démocratie sociale et sanitaire. C'est-à-dire la participation des acteurs de santé dans la gestion du système. Et nous avons à tort, depuis 20 ans, considéré, on a été trop loin dans l'étatisation du système, c'est-à-dire dans le transfert du pouvoir uniquement dans les mains de l'État, notamment à travers ces agences régionales, mais à travers aussi le ministère. C'est-à-dire qu'on a démonétisé les professionnels de santé de leur capacité d'organisation. Or, c'est pas parce que nous avons un médecin en ligne aujourd'hui, mais c'est quand même eux qui ont l'essentiel de la connaissance pour organiser le système. Alors, on a peut-être été trop loin dans le mandarinat médical dans les années 80 et autres, mais là, on a été beaucoup trop loin dans le mandarinat administratif. Donc, il faut retrouver un équilibre entre un État, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des réformes de l'État à faire pour lui redonner une capacité de régulation, mais aussi une délégation d'organisation, notamment dans les territoires, à travers un service public territorial de santé, par exemple, aux acteurs de santé, que ça soit dans les hôpitaux, mais que ça soit aussi en ambulatoire. Pierre Tadevin, je vais vous donner le mot de la fin. Là encore, très concrètement, que dites-vous aux malades, à ceux qui pourraient tomber malades et à leurs familles pour les prochaines semaines, les prochains mois? Quel est le message ? Mais juste pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est pour ça qu'on s'organise avec des sociétés savantes comme celle que je représente aujourd'hui, la Société de pathologie infectieuse de langue française. Là, on est 700 professionnels de santé qui se sont organisés pour essayer d'avoir plus d'impact dans les politiques de santé, pour essayer de travailler avec les autorités pour résoudre et prévenir ces problèmes. Donc, ce qu'on peut dire aux patients, c'est qu'on se bat pour essayer de garder le système auquel on est très attaché, de santé publique, d'accès aux médicaments quand on en a besoin, et qu'on va tout faire pour qu'ils en aient besoin pour qu'ils en aient accès aux antibiotiques nécessaires dans les mois qui viennent. De leur côté, il faut qu'ils puissent accepter. Les médecins de plus en plus sont armés pour leur dire cette fois-ci, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques. Le test montre que votre angine n'est pas liée à une bactérie. Donc il faut comprendre que c'est pour leur bien et que ce n'est pas dicté par des pénuries ou par des soucis d'économie. De temps en temps, on ne leur prescrit pas d'antibiotiques. Sujet à la fois concret et politique. Merci à tous les deux. Frédéric Bizard, professeur à l'ESCP. Je rappelle que vous êtes aussi président de l'Institut de la Santé qui réfléchit à l'avenir stratégique de ces sujets. Auteur de l'autonomie solidaire en santé chez Michelon. Merci également à vous, Pierre Tadevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, vice-président de la Société française de pathologie infectieuse. On peut retrouver évidemment cet entretien sur franceculture.fr et sur la plateforme Radio France.